Bonjour et bienvenue sur Comics Code pour un nouvel épisode d'une semaine en comics. Un épisode qui sera entièrement consacré à Batman Chronicles 1988, volume 1, sorti vendredi dernier. Alors, pour resituer un peu les choses, si vous n'avez pas suivi, Urban Comics a lancé l'an dernier cette nouvelle collection dont le but est de présenter toutes les aventures de Batman dans l'ordre de leur parution originale. Urban a donc sorti 2 volumes l'an dernier, consacrés à l'année 1987, avec dans le premier tous les épisodes de la série Batman et dans le second tous les épisodes de la série Detective Comics. Rappelons aussi que cette collection est une création d'Urban Comics et qu'elle n'a pas son équivalent aux États-Unis. DC Comics avait à une époque lancé une collection un peu similaire et dont Urban Comics s'est inspiré, notamment pour ses couvertures. Alors, j'ai pas ceux consacrés à Batman, mais j'en ai avec Superman. DC avait également lancé à l'époque Wonder Woman Chronicles, Flash Chronicles et Green Lantern Chronicles, et je crois que c'est tout. La collection a duré de 2005 à 2013, et le principe était le même, c'était de rééditer les histoires d'un personnage dans l'ordre chronologique, mais il s'agissait de rééditions d'épisodes beaucoup plus anciens, puisque on repartait des origines des personnages en 1939-1940, ou dans les années 50 pour Flash et Green Lantern. L'idée pour DC, c'était de proposer à ses lecteurs une alternative plus économique à sa collection DC Archives. Et Urban Comics, de son côté, a choisi de s'intéresser à une période plus récente. En gros, l'univers DC post-Crisis on Infinite Earths. Et on l'a appris en fin d'année dernière, ces Batman Chronicles seront bientôt suivis par les Superman Chronicles qui démarreront avec la reprise en main du personnage par John Byrne et les JSA Chronicles qui seront consacrés à la Justice Society moderne. Mais voilà, on aura l'occasion d'en reparler quand ça sortira. Revenons donc à ce Batman Chronicles 1988, volume 1, qui est de loin le plus volumineux des 3 tomes parus, avec presque 600 pages au compteur, 576 si on veut être précis, et avec donc au sommaire 15 épisodes de Batman, du 415 au 429, l'annuel de 1988, et puis quelques autres choses qu'on va voir au fur et à mesure. Alors ces épisodes font donc directement suite à ceux parus dans Batman Chronicles 1987, volume 1, et autant le dire tout de suite, l'ensemble est vraiment de bien meilleure qualité. Alors, c'est vrai, dans le volume précédent, on avait les 4 épisodes de Batman Year One par Frank Miller et David Mazzucchelli. On avait l'annuel avec Clayface par Alan Moore et George Freeman. Et puis, on avait le graphic novel Son of a Demon par Mike Barr et Jerry Bingham. Mais le reste, ça volait vraiment pas très haut. Les scénarios de Max Allan Collins étaient dans l'ensemble quand même très médiocres. Et puis côté dessin, c'était très inégal. Denis O'Neill avait pas réussi sur cette première année à trouver un dessinateur régulier pour la série. Et globalement, c'est pas génial. Et en 1988, on y arrive enfin, la série va enfin se stabiliser autour d'un duo créatif, Jim Starlin et Jim Aparo. Et le premier épisode qu'ils réalisent ensemble, on le trouve à la fin du volume précédent. C'est l'épisode 414. Alors, Jim Aparo, c'est un habitué de l'univers de Batman. Il a commencé sa carrière à la fin des années 60 et il va commencer à dessiner Batman au début des années 70 en devenant le dessinateur régulier de la série The Brave and the Bold, qui était une série dans laquelle, dans chaque épisode, Batman faisait équipe avec un autre héros. Et Jim Aparo arrive sur la série au numéro 98, qui est daté de novembre 1971, à l'occasion d'un team-up avec le Phantom Stranger, dont il dessinait la série régulière. Et Aparo va devenir le nouveau dessinateur régulier de la série, quasiment jusqu'à la fin, en 1983,
quand la série s'arrête au numéro 200. Donc en gros, Jim Aparo, Batman, il connaît. Jim Starlin, c'est un peu plus étonnant de le retrouver au scénario, parce qu'il s'était principalement fait jusque-là une spécialité des super-héros cosmiques. Chez Marvel, dans les années 70, c'est à lui qu'on doit les épisodes les plus mémorables de Captain Marvel et de Warlock. Et puis ensuite, il a continué dans la science-fiction avec sa propre création, Dreadstar. Et là, on le retrouve dans un contexte plus urbain, plus terre-à-terre. Et le fait est que, sur l'ensemble de ces épisodes, il s'en sort franchement bien. Si on revient à ce volume 1 de 1988, on a, comme dans le précédent, un paratexte qui est assez conséquent et qui est en grande partie signé par Bob Greenberger, qui était éditeur chez DC Comics à l'époque, et qui permet de remettre ces épisodes dans le contexte de leur parution ou de raconter les coulisses de telle ou telle création. Alors, ça commence pas très bien, avec un premier épisode paru dans le cadre de l'event Millennium, qui était une histoire à laquelle vont participer la plupart des héros d'ici, mais dans cet épisode, ça nous donne un combat entre Batman et un robot qui a l'apparence du commissaire Gordon. L'épisode suivant est déjà plus intéressant puisque il met en scène la première rencontre entre les deux Robins, l'ancien et le nouveau. L'ancien étant évidemment Dick Grayson, qui est devenu depuis Nightwing. Ça laisse présager une relation intéressante entre les deux personnages, même si c'est une relation qui n'aura pas le temps de se développer. Et l'épisode permet aussi de refaire le point sur l'évolution de Nightwing depuis qu'il ne fait plus équipe avec Batman, et puis surtout de faire le point sur la relation entre les deux hommes, une relation qu'on va qualifier de tendue. On continue avec un épisode que je ne pensais pas trouver là d'ailleurs. Il figure pas au sommaire sur la fiche du livre qu'on trouve sur le site d'Urban Comics. C'est Suicide Squad numéro 10 par John Ostrander et Luke McDonnell. Alors, ceci dit, ça ne me dérange pas de le retrouver là parce que c'est un très bon épisode dans lequel Batman tente d'en savoir davantage sur la Suicide Squad et ça nous donne dans les dernières pages une très belle confrontation entre lui et Amanda Waller, la patronne du Suicide Squad. Et on a ensuite un épisode consacré à Batgirl par Barbara Randall et Barry Kitson. Alors, c'est la première fois qu'un magazine portait le nom de Batgirl. Jusque-là, ses aventures étaient parues dans Detective Comics ou dans Batman Family. Et l'épisode s'appelle La dernière aventure de Batgirl, et on va très vite comprendre pourquoi. Et là, on a donc une histoire dans laquelle Batgirl est confrontée à l'un de ses anciens adversaires, le Cormoran, qui a failli la tuer quelques années plus tôt et qui a, en tout cas, mis un sérieux coup de frein à sa carrière. Et dans le même temps, Batgirl enquête sur une série de meurtres dont les victimes sont toutes des hommes qui sont attaqués à des femmes. Et on a une Batgirl qui est totalement obsédée par le Cormoran et qui va faire connerie sur connerie tout au long de son enquête et qui est vraiment à côté de ses pompes et qui se dit de plus en plus que la carrière de super-héroïne masquée, c'est vraiment pas fait pour elle. Je trouve que c'est une approche intéressante du personnage, par une scénariste en plus qui avait déjà mis en scène ses aventures, et c'est une approche qui ouvre certaines perspectives quant à la suite de sa carrière. Sauf que la suite de sa carrière, elle passe par le récit suivant, qui est paru une semaine après ce Batgirl Special, et c'est évidemment The Killing Joke, par Alan Moore et Brian Bolland. Alors, je vais passer très vite sur cet épisode, parce que j'imagine que la majorité d'entre vous l'a déjà lu, et si c'est pas le cas, eh ben, je voudrais surtout pas vous spoiler l'histoire. Ce qu'on peut noter ici, c'est que il s'agit de la première version du récit, telle qu'elle était parue à l'époque, c'est-à-dire mise en couleur par Johnny Gins, Killing Joke qui est ressorti depuis dans une version recolorisée
par Bolland lui-même, ce qu'il n'avait pas eu le temps de faire à l'époque. Killing Joke, c'est évidemment un récit majeur dans la très longue histoire de Batman, qui va marquer très durablement certains des personnages de la série, y compris le Joker. Après Killing Joke, les scénaristes ne pourront plus aborder le personnage de la même manière. Les deux épisodes qui figuraient dans Batman Chronicles 1987 volume 2, par exemple, par Mike Barr et Alan Davis, avec un Joker dangereux, mais quand même surtout gentiment dingo, c'est le genre de truc qu'on ne retrouvera plus par la suite. Là, le Joker est passé de l'autre côté de la folie et ça va profondément se ressentir sur ses apparitions ultérieures et encore jusqu'à aujourd'hui. On revient ensuite à la série régulière Batman. Hop, ben voilà. Toujours par Jim Starlin et Jim Aparo, avec une histoire en 4 parties, Les 10 Nuits de la Bête, qui introduit un nouveau vilain, KG Beast, un ancien tueur au service de l'Union soviétique, qui va semer la terreur à Gotham City. Alors, on avait une histoire qui puise son inspiration dans la politique internationale de l'époque, quand les relations entre les États-Unis et l'URSS étaient en train de se détendre un peu, et avec un personnage de tueur qui s'en prend à une série de personnalités américaines. Ça donne un récit qui est très linéaire, mais qui fonctionne vraiment bien, et en particulier le face-à-face récurrent entre Batman et KG Beast. KG Beast, on peut un peu le voir comme l'ancêtre de Bane, c'est-à-dire c'est une force brutale pure, qui est bien supérieure à Batman de ce point de vue, et qui recule devant rien pour mener à bien ses missions. Ça donne une histoire qui est très violente, avec beaucoup de morts, mais que je trouve vraiment réussie. Et c'est des épisodes qui, je trouve, illustrent bien les qualités de dessinateur de Jim Aparo. Alors, on est d'accord, Aparo, c'est pas un grand dessinateur, mais il a un trait que je trouve efficace, et surtout des planches qui sont d'une grande lisibilité, avec un storytelling qui est assez impeccable. C'est pas forcément très spectaculaire, mais c'est très efficace. Aparo, je le classe dans la même catégorie que Sal Buscema. Je trouve qu'ils ont les mêmes qualités. C'est jamais extraordinaire, mais c'est l'assurance d'une histoire bien racontée et bien mise en scène. On passe ensuite à l'épisode 421, dans lequel Jim Aparo cède sa place à Dick Giordano. Et cet épisode et le suivant, qui lui est dessiné par Mark Bright, c'est la suite de l'épisode 414 qui figurait dans le volume précédent. Et dans cet épisode, Batman enquêtait sur un tueur en série qui s'attaquait uniquement à des femmes. Et il échouait à trouver le coupable. Et ici, le tueur refait des siennes et Batman reprend l'enquête. Alors c'est une histoire très sombre, avec des moments assez marquants, comme l'histoire d'Elmore dans le premier épisode, qui est un SDF au cerveau ravagé par la drogue, et qui se trouve indirectement impliqué dans cette affaire. L'épisode suivant, c'est le moins bon du volume, c'est le Batman annual numéro 12, par Meg Baron, Ross Andru et Pablo Marcos. Bruce Wayne est invité à une murder party, et évidemment, on va très vite avoir 2 véritables morts, ce qui va obliger Batman à intervenir. Alors, le scénario est très médiocre, et le dessin est encore pire. J'ai même du mal à reconnaître Ross Andru, qui a pourtant un style très reconnaissable. On a ensuite une backup story consacrée à Robin, par Robert Greenberger et Norm Breyfogle. Ça n'a pas grand intérêt non plus. On passe ensuite au numéro 423, avec une couverture de Todd McFarlane, et qui marque le retour au dessin de Dave Cockrum. Et bah c'est pas très beau. Vraiment, Cockrum, à la fin des années 80, on est très loin de la qualité de ses planches 15 ans plus tôt, à l'époque où il dessinait les nouveaux X-Men. C'est dommage parce que le scénario est plutôt bon, on a 3 flics qui chacun raconte sa rencontre avec Batman,
et ça donne 3 visions très différentes du personnage. On a ensuite une histoire en 2 parties, dessinée par Mark Bright à nouveau. Là encore, c'est une histoire très noire, sur fond de trafic de drogue et d'impunité des coupables. Et on a surtout le personnage de Robin, qui va franchir un cap, et ça va tendre gravement ses relations avec Batman. C'est une évolution, je trouve, vraiment intéressante du personnage, mais qui marque en quelque sorte un point de non-retour pour lui. Ça aurait été intéressant de voir cette évolution développée sur la durée, sauf que, ben voilà, on enchaîne en fait avec, et on termine d'ailleurs le volume avec les 4 épisodes de A Death in the Family par Starlin et Aparo. Alors, là encore, ce sont des épisodes très connus, mais je vais en dire le moins possible pour ceux qui ne les connaissent pas. Disons que ça commence avec Batman et Robin qui sont brouillés et qui vont chacun aller de leur côté. Batman part à la recherche du Joker, qui s'est une fois de plus échappé, et Robin, lui, part à la recherche de sa mère, qu'il croyait morte, mais qui ne l'est peut-être pas. Les deux intrigues vont assez vite se rejoindre par une série de coïncidences vraiment tirées par les cheveux, mais l'intérêt, c'est la direction que prend le récit à partir de là, et ce à quoi il aboutit. Les textes qui accompagnent ces épisodes reviennent en détail sur la manière dont les choses se sont passées du point de vue éditorial, donc j'en parle pas. Alors, au-delà du choc que crée cet événement qui est quand même majeur dans l'univers de Batman, j'aime beaucoup la manière dont Jim Starlin gère ensuite le Joker et comment il fait en sorte d'échapper à la vengeance de Batman. La toute dernière partie est, je trouve, moins réussie. Je trouve même qu'elle gâche certaines potentialités ouvertes par ce récit, mais globalement, ça reste une bonne histoire qui vaut vraiment le coup d'être lue et pas seulement pour son aspect, disons, historique. Et c'est donc là-dessus que se conclut ce volume 1. Alors je ne sais pas pour quand est prévu le volume 2. On devrait y retrouver les épisodes issus de Detective Comics. Je suppose qu'on devrait aussi y retrouver la mini-série Batman the Cult par Jim Starlin et Bernie Wrightson, qui était parue fin 1988. D'ici là, on aura eu les Superman Chronicles et le premier volume des JSA Chronicles, donc bon, on aura le temps d'en reparler ici même. Voilà, c'est presque tout pour aujourd'hui, mais je voulais quand même terminer cette vidéo par des remerciements, genre même 1000 merci, puisque cette semaine, la chaîne a atteint les 1000 abonnés. Et franchement, je suis super heureux. Quand j'ai lancé la chaîne en juin dernier, j'avais des idées assez précises de ce que je voulais faire, mais je ne savais pas si ça allait intéresser du monde, et je savais encore moins si la chaîne allait avoir un minimum de visibilité sur YouTube, au milieu de quantité d'autres chaînes déjà consacrées, elles aussi, aux comics. Donc, alors, je m'étais promis de ne pas faire de bilan avant 1 an, sauf que là, je suis un peu obligé quand même, vu que ça a dépassé toutes mes espérances. Alors évidemment, comparé à d'autres chaînes, ça reste très modeste, mais franchement, j'en espérais pas tant en 7 mois et quelques d'existence, et donc, je suis vraiment super content. Donc, eh ben, 1000 merci à toutes et à tous. Merci à celles et ceux qui font tourner l'info sur les réseaux sociaux, parce que là, je suis pas du tout, et à part un compte Facebook où je poste 3 conneries par an. Un merci tout particulier à Max Faraday, qui a eu la gentillesse samedi dernier de dire quelques mots très sympas sur Comics Code sur sa chaîne. Et du coup, dimanche dernier, il y a une centaine d'abonnés supplémentaires qui ont rejoint la chaîne. En général, c'est le nombre de nouveaux abonnés que j'ai en 1 mois, pas en 1 jour. J'imagine que c'est ça la puissance des influenceurs. Bref, 1000 merci. Rendez-vous la semaine prochaine pour je sais pas quoi encore. Sans doute la mini-série Excellent par Peter Milligan et Michael Red, qui sort la semaine prochaine chez Panini. Je prépare aussi les vidéos sur les sorties de février. Et puis, on va sans doute reparler d'Ed Brubaker, qui a à nouveau une actualité chargée en janvier. Sur ce, eh ben, soyez sages,
et à bientôt.